Film magnifique. Je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, mais je ne crois pas que je sois la seule, on est tous tombés baba devant Ernestine. C'est un film dans lequel vous essayez d'articuler, et vous y arrivez, hein, de façon magnifique, vous essayez d'articuler la bipolarité, la créativité, et puis le devenir père. Et on voit que c'est un sacré boulot. Et il me semble, mais dites-moi si je me trompe, que le moment, vous le dites dans le film, mais peut-être que vous pouvez en dire un tout petit peu plus, le moment où c'est votre fille qui vous fait passer, en vous envoyant promener un jour, en vous disant « non, pas de sieste ». Je ne sais pas si... Enfin, l'amour qu'on a pour un enfant, je ne sais pas si il se fait avec la naissance, par habitude ou génétique, ou s'il se fait quand on rencontre l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai rencontré Ernestine avec ce nom. Elle est devenue un personnage et une personne à part entière. Et c'est vraiment là que elle était plus le fruit de ma chair, elle était une personne à part entière que je pouvais blesser, heurter, et à qui pour qui je devais être responsable. Responsable, c'est aussi ça, être parent, c'est être responsable. C'est aussi que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous échappe, hein, c'est-à-dire que sa volonté et la vôtre ne coïncident plus. Absolument. Et du coup, elle devient une autre. Oui, c'est ça. Je rencontre quelqu'un. Oui. Avec quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, vous n'êtes plus dans sa tête et elle n'est plus dans la vôtre. C'est fini. Oui. Et j'ai plus la prétention de vouloir décider pour elle, quelque part. Elle est vraiment un être à part entière que je prends depuis plaisir à regarder et à aimer. Et qui vous apprend plein de choses. Et qui m'apprend énormément de choses, oui. Mais c'est ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive même à vous détourner de votre travail sans que cela vous coûte. Oui, c'est assez étonnant. Il y a une image là-dessus qui est intéressante, tout à la fin sur la plage. À un moment, il y a mon ombre et puis un pied de caméra. Et en fait, les deux ombres sont mélangées au départ. Et puis je fais un pas de côté à gauche et mon ombre se décale de la caméra. Et c'est un truc que je n'avais pas tellement vu ni au montage, enfin ni au tournage ni au montage. Et qu'un psychanalyste qui a travaillé sur le film me disait, en fait, c'est à ce moment-là où je me détache de mon travail. Et mon travail n'est plus moi. Et il y a vraiment à ce moment-là, c'est la toute dernière étape du film, en fait. Oui, parce que ça, c'est l'autre aspect de un autre aspect de votre film, c'est une réflexion sur la création, hein, sur votre processus à vous de création. Et moi, j'y ai vu dans cette version, même si c'est pas la bonne, sur grand écran, dans des bonnes conditions. Ce que j'y ai vu, c'est tout un... essayez de ne pas être trop intello, mais tout un travail de... Je ne sais pas comment le dire, mais vous allez m'aider. Tout un travail de désidéalisation. C'est-à-dire comment on pourrait le dire comme ça, vous placez, ou vous avez toujours placé la barre très, 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 très haut par rapport à vous-même, à vos exigences de travail. Et puis, l'arrivée de cette petite fille, le fait qu'elle grandisse... j'allais dire, rebat complètement les cartes dans votre idéalisation. Oui, c'est exactement ça. Je ne saurais pas le dire autrement non plus, mais il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de fin d'idéalisation et un mouvement de sublimation, en fait, de la vie et de sublimation de tout ce qu'elle accompagne. Et le travail fait partie de la vie, mais justement, il y a une déidéalisation. Ouais. Le travail n'est pas forcément du côté du tripalium seulement, hein, c'est-à-dire de la torture. Oui, c'est la racine. Mais non, pas du tout, justement. Alors, je dirais pas que c'est grâce à ce film, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où les choses s'opèrent dans le conscient et l'inconscient, et le moment où je les mets en image. Mais pour simplifier, on va dire que c'est avec ce film que
que je me détache définitivement de tout ce qu'a pu être le travail pour moi dans ce qu'il est de adolescent, romantique et torturé. Voilà. Sacré chemin. Et du coup, je pensais aussi, en voyant tout à fait à la fin du film, à cette phrase qu'on cite souvent de Machado. Oui, reprise par Mano Solo, oui. Oui. Le chemin se fait en marchant. Je pensais que c'était aussi une autre façon de voir votre film. Le chemin, il n'est pas fait, il est à faire par chacun. Et vous montrez la manière dont vous faites ce chemin. Oui, c'est exactement ça. Je crois que ce qui importe, c'est ce qu'on... Alors, on pourrait le résumer en disant ce qui importe, c'est le quotidien, le présent, mais c'est au-delà, ça va au-delà de ça. C'est... Ce qui importe, c'est de vivre, d'être ancré, d'être relié, et être capable de sublimer. Ça, c'est clair. Et finalement, à toujours vouloir chercher l'idéal, comme on disait tout à l'heure, devant, on en oublie extrêmement souvent de vivre. Et c'est ce que fait Ernestine en disant non. Elle me ramène à terre, en fait. Elle vous leste. Absolument. Alors, ce que on disait tout à l'heure, c'est que ce film est le second d'une probable, voire certaine trilogie. A priori. D'accord. A priori, j'ai commencé à engranger des images pour faire un film sur 10 ans, pour le coup, qui viendrait conclure ces deux-là, et qui serait un film sur la perte de l'innocence d'Ernestine. Puisque ça serait en fait, pour terminer, autant le premier était vraiment un film sur Laurence, sur notre désir d'enfant, mais sur Laurence. Humeur liquide. Humeur liquide. Le deuxième est vraiment une introspection personnelle en voix off. Et le troisième serait vraiment le point de vue d'Ernestine dans cette histoire, et comment ce point de vue va s'articuler sur 10 ans, jusqu'au moment où elle va naître à la vie d'adulte. Et à la vie d'adulte avec tout ce que ça a de dureté et de réalisme. Et de renoncement. Et de renoncement, absolument, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Déjà, moi, je voulais vous dire que le temps qui passe, et finalement, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau cinématographique. J'ai cru que vraiment que c'était fait exprès, c'est la première chose qu'on s'est dit. Comme vous interrogez beaucoup le temps, la mort, voilà. J'ai cru vraiment que c'était fait exprès et j'ai trouvé ça intéressant. On va dire que c'est fait exprès. Voilà. Et je voulais vous demander au niveau du processus de création, comment est-ce que le film s'est fait? Est-ce que c'est parti du texte, du coup? Alors, ensuite, voilà. Ouais. En fait, moi je filme au quotidien, je suis équipé. Donc dès la naissance d'Ernestine, et on la voit à l'hôpital au premier jour, je filme. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je filme. Et puis après, ce que je raconte... Après, quand je raconte cette période de manie provoquée par l'arrêt du Zyprexa, une fois stabilisé, je suis allé m'enfermer en fait une semaine dans un monastère, et j'ai accouché d'un long texte qui, après bien des corrections, donnera la voix off du film. Et c'est sur cette voix off qu'on est avec la monteuse pendant 1 an et demi, ce qui est très long pour un montage de film, aller chercher des images que j'avais à droite à gauche et qu'on les a posées sur la voix off. Donc la voix off est vraiment le socle et l'articulateur du film. Voilà. Ce qui est pas du tout courant dans le cinéma, puisqu'on déjà 14 pages de voix off dans un film, c'est quasiment c'est pas beaucoup vu, mais c'est vraiment la voix off qui sous-tend le film. Voilà. Et on est venu poser des images. Par contre, le temps qu'on a, vu qu'on était dans un processus pas totalement professionnel sur ce film, on a eu le temps qu'on voulait, il n'y a pas de condition de temps imparti. S'il me manquait des images, je pouvais aller en retourner, et puis on ajournait de 2 semaines le montage, on recommençait, etc. Donc j'ai eu une liberté totale, comme j'ai jamais eu sur les 10 autres films. J'ai vraiment fait ce que je voulais de A à Z sur ce film. On peut trouver ce texte, votre texte, quelque part? Oui, j'en ai pas sur moi, mais il a été édité. Puisque en fait le film est toujours pas sorti en DVD, donc ce qu'on a fait, on a édité le texte sur derrière un petit fascicule. Vous le trouverez sur le site d'Inward, INWARD. Voilà. J'aurais dû en amener, c'est pas très malin.
Merci beaucoup pour ce beau film. Je voulais juste savoir, alors peut-être que vous répondez déjà à cette question dans Humeur liquide, mais moi je ne l'avais pas vue. Du coup, je voulais savoir, parce que vous parlez au début du film de la difficulté à se décider d'avoir un enfant à cause du côté héréditaire de la maladie, et je voulais savoir qu'est-ce qui fait que finalement on arrive à avoir le déclic et à se lancer dans cette belle aventure. Ouais, alors ça a donné 52 minutes, donc c'est difficile de résumer 52 minutes en 2 secondes, mais je crois que c'est un chouette... Il y a 2 choses. Il y a la confiance qu'on fait en la vie, ça c'est absolument une espèce de truc assez atmosphérique comme ça, mais il y a aussi surtout le fait que la bipolarité est une maladie à hérédité complexe, on le sait, c'est-à-dire c'est pas un gène, je suis malade, je l'ai pas. C'est un terrain génétique, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Or, il se trouve que chez un certain nombre de malades, l'élément déclencheur est souvent intrafamilial. Toutes les névroses qu'on trimballe tous, etc. Et en fait, ce qui nous a vraiment décidé avec Laurence, enfin surtout pour moi, c'est que j'ai accepté de faire un enfant le jour où j'ai fini ma cure en quelque part, et où j'étais sûr de ne pas continuer à lui transmettre les merdouilles qu'il y avait de génération en génération. Donc au moins à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, elle va peut-être être porteuse, mais au moins, c'est pas le foyer qui sera déclencheur de la maladie. Bien sûr, elle peut se faire agresser dans la rue, etc. Mais ça me semblait déjà une prise de risque très amoindrie. Voilà. Merci. Oui, ce problème, je le connais bien. Et c'est pas parce qu'on a un problème génétique qu'on peut pas vivre normalement. J'approuve, ça me touche beaucoup, le film et tout. Et d'ailleurs, je m'appelle Béatrice, je viens de l'Élan. Et je suis bipolaire aussi. Et bon, j'ai traversé des difficultés et peut-être les problèmes viennent de ma famille aussi. Mes grands-parents, par exemple. Mon grand-père maternel, qui était colérique. Et peut-être, mais il faut essayer de s'accrocher. Je vous félicite pour avoir eu un enfant. Merci. C'est très, très touchant. Très touchant. Et je voudrais combattre tous... les gens qui ont une maladie mentale peuvent vivre normalement. C'est tout. C'est déjà assez mal vu comme ça de nos jours. Voilà. Merci, je suis entièrement d'accord. Je rajouterais juste... À votre acception, les gens qui ont une maladie mentale peuvent vivre normalement. Je dirais juste, les gens qui ont une maladie mentale peuvent finir par vivre normalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éluder le combat que c'est. C'est un combat de tous les jours. Les combats, il faut être fort, il faut essayer de lutter. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident du tout pour personne. Hein, c'est pas évident ce problème. C'est par exemple comme quand on a un diabète, un cancer, tout ça, c'est encore différent. Faut lutter, faut lutter, faut lutter. Faut lutter. Mais je vous admire, j'ai vu tout le film, j'ai suivi tout le film et je voudrais que ça bouge plus, la maladie mentale. Et plus qu'on dise la maladie mentale, plus qu'on stigmatise. Vous avez raison.